Je m'appelle Jean-Luc Audic, je fais partie de l'équipe Chimie Ingénierie des procédés qui fait partie lui-même de ce labo de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Je suis hébergé à l'école de chimie de Rennes. Et puis je remercie Françoise de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter ce que je fais dans le domaine des matériaux. Moi je travaille sur les matériaux organiques. Et le fait que je travaille depuis 30 ans maintenant là-dessus, je me suis orienté vraiment, pour des raisons locales, on va dire, sur la valorisation des coproduits de l'agroalimentaire et comment trouver avec des partenaires locaux des voies de valorisation dans le domaine des matériaux. Donc je travaille sur les matériaux qu'on va appeler biosourcés et ou biodégradables. On peut utiliser le terme de bioplastique si vous préférez. Bon, certains sont très à cheval hein, sur la terminologie. Faire attention à ce qu'on utilise, mais je dirais que dans les matériaux qu'on utilise dernièrement, on travaille surtout, nous, sur les lipopolymères, c'est-à-dire les polymères à base d'huile, huile végétale, plutôt, et parmi ceux-là, donc des vitrimères, qui sont une nouvelle classe de polymères qui ont été découverts en 2010, c'est très récent, hein, et on peut déjà trouver des applications dans le domaine des matériaux innovants, on va dire. Des polyuréthanes qu'on appelle des NIPU, pour non-isocyanate polyuréthane, fabriqués sans isocyanate. Je préfère les appeler des polyhydroxyuréthanes, hein, plutôt que les nommer par ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils ne sont pas. Hein. Et puis, je vais vous parler brièvement des polyhydroxyalcanoates, qui sont des polyesters bactériens obtenus par fermentation, et la fermentation de coproduits, si possible aussi de l'agroalimentaire. Je travaille quasi exclusivement avec des entreprises, on va dire locales ou pas, mais avec des partenaires industriels. Donc j'en ai cité quelques-uns. Là, par exemple, on a avec IDEMIA un projet de substitution du PVC dans les cartes, des cartes bancaires. Hein. Si vous regardez votre carte, il y a une chance sur deux pour que ce soit IDEMIA qui l'ait fabriqué. Vous regardez au dos, en haut à droite. Avec la feuille d'érable, on a travaillé Batucada qui fait des bijoux, Séché Environnement, Olga, un partenaire de longue date, l'ADEME ou le groupe SIL pour les yaourts Malo, avec qui on a travaillé sur leur fameux pot de yaourt. Alors j'avais prévu de vous parler aujourd'hui par exemple de l'huile, de ce qu'on peut faire avec de l'huile végétale, qu'on va appeler huile de collecte, parce qu'on va la récupérer plutôt donc alors des huiles de friture, des choses comme ça, ou alors des huiles qui sont pas adaptées à l'alimentation humaine. Alors le début, par exemple, de ce projet-là, c'était avec un fabricant d'extrait de graines de brocoli, et qui, lors de l'extraction d'un principe actif, générait de l'huile de graines de brocoli, qui est plutôt une huile indigeste, qui n'est pas recommandée pour l'alimentation humaine. Et il m'a demandé de travailler sur la valorisation de cette huile, et on a pu mettre au point un matériau, donc on parlait tout à l'heure des vitrimères, un matériau souple, entièrement biosourcé et complètement fabriqué à partir d'huile végétale. Alors l'idée quand même c'est de rester, alors celle-ci elle est particulière parce qu'on a travaillé avec une artiste, j'aurai peut-être le temps d'en parler un peu, on a mis une feuille d'algue à l'intérieur, enfin un tal, pour faire un projet artistique, hein. Mais on peut faire des matériaux beaucoup plus volumineux. C'est peu coûteux parce que la matière première ne coûte pas cher évidemment, c'est un coproduit. Et j'ai bien aimé ta définition du coproduit, ça manque, mais dans ta définition, j'aurais enlevé sous-produit. J'aurais dit c'est un produit qui découle de... Parce que sous-produit, ça laisse entendre qu'il y a encore une hiérarchie. Or, cette hiérarchie, elle peut s'inverser quand le coproduit devient finalement plus cher, enfin, plus valorisable que le produit principal. Hein. Ça, c'est déjà vu. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec une huile. Alors, les étapes sont relativement simples. L'idée, c'est que si on est sur un coproduit, on va aussi limiter les étapes. On a eu des sujets qui ont été présentés ce matin. Le problème, c'est qu'on va arriver, en multipliant les étapes de traitement, eh bien, on va avoir un produit qui va être coûteux à produire. Donc là, c'est une étape très très simple en présence d'eau oxygénée. On va époxyder les insaturations sur notre huile végétale. Et à partir de cette huile époxydée, on va utiliser différents types de diacide carboxylique pour faire ces vitrimères, qui vont avoir des propriétés qui vont être ajustables selon le type d'acide qu'on va utiliser. Si on a un petit aromatique, on va avoir un truc un peu plus rigide, avec une température de transition vitreuse plus élevée. Puis si on a quelque chose de plus long et linéaire, eh bien on aura des choses beaucoup plus souples. Et on arrive ainsi à avoir des matériaux qui vont avoir une gamme de température de transition vitreuse qui va de inférieure à l'ambiante jusqu'à plus de 16 degrés lorsqu'on a un aromatique. Donc on peut ajuster comme ça nos propriétés. Alors,
on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comme ça coûte pas cher, on peut valoriser dans des domaines qui nécessitent, enfin, qui on n'a pas trop de valeur ajoutée. Et on a travaillé avec la feuille d'érable pour fabriquer des allumes-feu pour les barbecues. Hein, puisque, vous savez, le pire des allumes-feu, c'était les carrés blancs, là, c'est du kérosène. Vous vous rendez compte? Donc on s'est dit quand même de l'huile, c'est le principe de la lampe à huile, hein, ça brûle très bien. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de faire brûler nos plastiques. Et alors ça brûle très bien, ça laisse aucun résidu, aucune odeur. Ça sent la bougie en fait. Hein. Et donc bah, on a décidé de mettre des... Alors sur le marché à Rennes, il y a des personnes en situation de handicap qui ramassent les cajots, qui sont broyés, on enlève les petits bout de métal, et on mélange ça avec notre vitrimère, et on obtient donc un allume-feu de la taille de mon... On peut faire différentes tailles, hein. En général c'est un matériau de cette taille-là, et avec ça on va avoir 7 minutes de combustion, c'est suffisant pour allumer votre barbecue, hein, puisqu'on est dans la période. Donc ça c'est par exemple quelque chose qui a été breveté avec la feuille d'érable. On va pouvoir aussi aller vers des matériaux avec... Cette fois-ci on s'est intéressé à la synthèse de matériaux à mémoire de forme, en utilisant d'autres biépoxydes pour renforcer le côté vitrimère. Et là, vous voyez qu'on va avoir un matériau lors d'une première chauffe qui va permettre... Enfin, on va le déformer et il va revenir à une première forme initiale. Mais on va avoir un phénomène de transestérification qui est possible au sein du matériau qui permet de donner une deuxième forme permanente au matériau. Et si on le déforme à nouveau, il reviendra à cette deuxième forme intermédiaire. Voyez. Donc on a réussi à avoir, bah on peut faire en fait autant de formes voulues, mais cette forme est conservée par la suite à température. Alors là-dessus, sur les effets mémoire de forme, on a été un peu plus loin, mais je pense que ça va... c'est peut-être pas l'objet tellement ici. Les polyuréthanes, les polyhydroxyuréthanes, je vous en parlais, donc les isocyanates, les polyuréthanes sans isocyanate. Voilà comment on les obtient à partir toujours de notre huile époxydée avec une étape simple en réacteur à 50 degrés. C'est vraiment très simple à obtenir. Et on va là utiliser des diamines sur des carbonates cycliques, simplement là encore pour ouvrir nos carbonates et obtenir des composés avec des gammes de souplesse ajustables. Alors on s'est amusé là à mettre par exemple des clusters de molybdène pour conférer au matériau des propriétés optiques. Et dernièrement, bah, ce labo-là travaille sur l'information visuelle de la fatigue d'un matériau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une information sur l'état de fatigue d'un matériau après des sollicitations mécaniques d'un point de vue optique. C'est-à-dire que vous verrez clairement si le matériau est à changer, par exemple. On peut imaginer dans l'aéronautique ou des endroits où les pièces d'usure sont très importantes. Alors, je m'étais promis de vous parler des polyhydroxyalcanoates. C'est très à la mode en ce moment. Ce sont des polyesters qui sont fabriqués par des bactéries. Alors, pourquoi ça nous intéresse au niveau des coproduits? Eh bien, parce qu'on va pouvoir donner à manger à nos bactéries des coproduits de l'industrie agroalimentaire. Hein. C'était un peu le projet des différentes études qu'on a fait. Là, vous avez un gobelet qu'on a fait lors du projet Blue Eco PHA, hein, où c'est un gobelet entièrement fabriqué à partir de ces polyesters qui sont donc biosourcés, mais aussi biodégradables. Donc on va donner à nos bactéries des coproduits de façon à les faire croître. Et puis lorsqu'on arrive au maximum, au pic de croissance, hein, au plateau, eh bien on va imposer une carence, en règle générale, enfin un stress. Là, ça va être un stress alimentaire. Et lorsque ces bactéries seront confrontées à ce stress, elles vont stocker l'énergie sous forme de granules de PHA. Un peu comme nous, on stocke l'énergie sous forme de graisse. Eh bien, elles vont stocker ces granules. On va devoir venir les extraire. C'est parfois ici qu'il y a un petit souci, notamment d'utilisation de solvants, pas toujours très verts, pour extraire ces PHA. C'est sur le point d'être résolu. Mais ensuite, donc à partir de ces PHA, eh bien, on peut faire une multitude de matériaux. Alors, ces PHA, c'est une grande famille de polyester. Vous avez vraiment une possibilité quasi infinie de fabrication de polyester avec des propriétés. Selon la nature des monomères qui vont composer ce polymère, eh bien, vous pouvez jouer sur les propriétés du matériau. Alors, on va jouer du coup sur ce qu'on va donner à manger aux bactéries pour qu'elles nous produisent le PHA d'intérêt.
D'accord? Donc, on va enrichir en tel ou tel substrat pour qu'on puisse avoir, par exemple, de l'acide valérique qui va conférer de la souplesse, une TG basse et qui va permettre des applications dans l'emballage ou des choses comme ça. En ce qui nous concerne, donc nous on a utilisé ces PHA au laboratoire, par exemple. Je travaille avec des spécialistes des procédés membranaires pour fabriquer des membranes. Donc vous avez ici la formule, hein, pour ceux que ça intéresse, d'un poly-3-hydroxybutyrate, croix-hydroxyvalérate, qui fait partie de cette famille de PHA, qui a l'avantage d'être compte tenu de la teneur en valérate, un polymère qui a des propriétés assez de souplesse, qui le rend compatible avec l'application dans le domaine des procédés membranaires. Voilà. Donc je vais passer assez vite là-dessus. Juste pour vous dire que ce qui est intéressant de travailler, quand on travaille avec des industriels, c'est qu'eux viennent nous voir avec des fractions enrichies. C'est-à-dire que les chimistes, en règle générale, vont dire on mélange ça, 100% pur, avec ça, 100%. Mais l'industriel, lui, il va vous dire ouais, mais moi, t'es mignon, moi j'ai une fraction, j'en ai entendu parler de Okara tout à l'heure, là c'était avec les gens du soja. Moi j'ai du Okara, il est à 80%, il y a un peu d'autres choses dedans. Alors le caséinate de sodium, ok, on va l'utiliser parce qu'il confère des propriétés, mais il y a des caséineries hein, dans l'Ouest. Bon, on va mettre du glycérol pour assouplir. Du basosoï, ça aussi, c'est une caractéristique, enfin, c'est une appellation du fabricant avec qui on travaillait. Et on a utilisé toutes ces formulations. Là, c'était pour fabriquer un dispositif médical qui se trouve ici, là, que j'ai en main. Le but, c'est de fabriquer un patch de diffusion de phytoestrogènes. Ces phytoestrogènes sont présents naturellement dans le soja. Et donc l'idée, c'était de faire une libération contrôlée de ces principes actifs, donc la dedzine et la gélestine, qui composent ces phytoestrogènes. Et on peut voir ici la diffusion de ces principes actifs sur deux types de formulations qui intègrent des coproduits. Donc on a travaillé sur ça et on a pu donc déposer un brevet avec Sojasun sur l'utilisation de ces coproduits dans la fabrication, on en parlait tout à l'heure, mais finalement d'un dispositif médical. Alors, comment le faire passer sans faire d'AMM? Bah, c'est soit en l'appelant complément alimentaire, soit dispositif médical, mais un peu essayer de contourner les réglementations qui sont assez restrictives. Alors, les emballages, j'en ai parlé un petit peu, mais je pense que là, je suis un petit peu C'est juste. intéressant, Malo. Donc ça, c'est avec les yaourts Malo, juste pour, j'en parlais à l'instant là avec quelqu'un à la pause café. Bon, vous connaissez tous les yaourts Malo. Il est paraffiné ce pot et alors il est très populaire, il est très dans l'air du temps parce qu'il est en carton, donc tout le monde se dit je fais. Mais en fait, la paraffine c'est pétrosourcé. Et une mauvaise nouvelle, c'est que le centre technique du papier refuse de donner l'agrément de recyclabilité à ce pot, puisque la paraffine gêne la recyclabilité. Elle vient se mélanger au papier, ça fait des yeux de gras dedans, et avec eux, on a malheureusement affirmé, enfin, pu mettre en évidence la non-recyclabilité. Donc avec eux, on a travaillé, on a déposé 2 brevets avec Malo sur l'utilisation d'une nouvelle formulation qui permet de s'affranchir de cette dépendance vis-à-vis du pétrole et de la paraffine pour substituer ça par une solution qui est pelable, donc qui permet de séparer du papier, qui permet de conserver du coup la recyclabilité, biodégradabilité et le sourcing qui est du biosourcé. Donc une solution qui peut être appliquée à autre chose, hein. Voilà. Et puis pour terminer, juste en vous remerciant de votre attention, là, c'est un projet qu'on a eu avec une artiste, justement de fabriquer un matériau qui puisse être le support d'enregistrement du chant des cétacés. Donc le but, c'était d'enregistrer des sons marins sur un support marin. Donc on a fait un disque à base d'algues qui contient, bah alors ça me permet d'explorer le potentiel d'autres matériaux comme des polyhydroxyalcanoïdes pour la fabrication de disques, parce qu'il faut savoir que le disque vinyle tient son nom du vinyle et du PVC, en fait, et la formulation n'a pas évolué depuis 100 ans. Et donc il est peut-être temps de mettre là-dedans. Mais est-ce que les gens sont prêts à acheter des disques biodégradables? Voilà. Alors, eh ben, c'est tout un dialogue qu'on a pu avoir avec certains artistes qui sont prêts à sortir des œuvres éphémères, par exemple. C'est pas mal. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci d'apporter un peu d'artistique dans cette Oui. matinée scientifique. Oui. Il y a une question, je pense qu'on va se limiter à une question et les chercheurs s'engagent à être disponibles pour vous pendant le déjeuner, bien sûr, pour ceux qui peuvent rester. Allez-y. Est-ce que quand on fait
Un PHA est produit par une bactérie, il est intrinsèquement biodégradable ou pas? Il est biodégradable, oui. Vous demandez si on... Comment? Qu'est-ce qui rend un PHA biodégradable? Est-ce que c'est parce que... Il est biodégradable par défaut. Les polyesters, de façon générale, vous avez des polyesters pétrosourcés biodégradables, hein. D'ailleurs, les sacs plastiques que vous avez, vous savez, au rayon fruits et légumes, là, ces trucs qui sont un peu... un toucher un peu doux, là, un peu particulier, là, il est pétrosourcé, en fait. C'est du PBAT la plupart du temps, et ils mettent de l'amidon, mais à 30%. Mais ils appellent ça à base d'amidon. Alors pour moi, à base, c'est quand c'est le constituant principal, mais c'est pas le cas. Et donc ça, c'est un polyester. Donc beaucoup des polyesters, le fait d'avoir ces liaisons ester, là, les rendent découpables par les enzymes. Et donc, oui, les PHA, on part du principe qu'au départ, c'est biodégradable.